السلام عليكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. مرحبا بكم في المحور الرابع والأخير من محاور المؤتمر الدولي الثاني لمركز دراسات التشريع الإسلامي والأخلاق. هذا المحور الذي يتناول أخلاق الإعلام. Donc, on va parler maintenant de la morale de l'information ou de la morale des médias. On a écouté tout à l'heure M. Waddah Khanfar et maintenant nous avons une conférence discursive qui sera dirigée par Dr Mohamed Zayani. Mohamed Zayani est professeur à l'Université du Qatar. Il est à l'Université de Georgetown au Qatar. Il a publié des livres sur les chaînes de télévision arabes et la politique au Moyen-Orient, un autre sur l'aura d'Al Jazeera et la nouvelle information, et la culture d'Al Jazeera, un géant médiatique arabe. Ça se voit que notre professeur est spécialiste dans Al Jazeera. Dr Ahmed Ben Saïd s'excuse, mais il ne peut pas assister, il ne peut pas arriver. Il est d'Arabie Saoudite, donc il ne peut pas arriver. Ainsi que la professeure Madame Fawzi Al-Habshi, tous les deux s'excusent. Ils ont eu un empêchement. Donc, Mohamed Zayani, Dr Mohamed Zayani, la parole est à vous, Dr Zayani. Merci pour cette présentation. Je suis très content de diriger cette séance avec les personnes ici présentes. Je suis sûr que ça va être très fructueux. Les questions qu'on va traiter, c'est le rôle de la religion dans la conciliation des valeurs et surtout la réponse à la question qui se rapporte à la morale religieuse qui existe dans le côté médiatique. Et je crois que cette séance est en concordance totale avec les autres séances que nous avons eues hier et aujourd'hui, du fait que l'information est considérée comme une fenêtre à travers laquelle on peut renforcer la morale de la religion. Alors, la première intervention sera celle de Madame. Chacun a 15 minutes et après ça, on aura beaucoup de questions. Il y aura les questions et je vous demande d'être succinct dans vos questions le plus possible. Madame Sadia Malik de la Faculté des Arts et des Sciences de l'Université du Qatar. Madame Sadia Malik, la parole est à vous. Comme c'était convenu, donc, on a dit que le manque de morale, c'est la crise du XXIe siècle. Notre siècle est plein de problèmes qui se rapportent à la communication avec le public, les crises économiques aussi, qui font que la morale se détruit ou s'use petit à petit. Notre monde est dirigé par les principes démocratiques libéraux et le capitalisme qui renforce ses articulations
l'appareil capitaliste a renforcé beaucoup le côté économique et l'idée consiste à déterminer les prix entre les pays, le prix des produits entre les pays dans le monde, mais à renforcer aussi une certaine relation et à renforcer aussi la puissance des médias et de l'information, ce qui a transformé les citoyens ou le peuple en général en consommateurs d'informations. Il faut parler de la multitude des chaînes, mais il ne faut pas laisser la morale de côté. Il faut que la morale soit l'une des matières principales, des constituantes principales de l'information. L'information, bien sûr, procure un grand espace pour les riches et pour les personnes qui sont au pouvoir pour exploiter et bien renforcer leur pouvoir davantage. Donc, c'est ça qui fait que beaucoup de valeurs informatives ou de valeurs d'information, on va dire, se confrontent et deviennent un commerce ou un fonds de commerce. Et les canaux, les différentes chaînes de télévision coulent la plupart du temps et tiennent compte, bien sûr, fonctionnent en fonction des grandes différences qui se trouvent entre les pouvoirs. Donc, il y a un grand besoin de se rappeler de la religion et de la valeur de la religion, le rôle de la religion pour atténuer un tout petit peu les dérives de l'information commandée par les forts. Nous essayons de faire de telle sorte que les valeurs islamiques peuvent être des bases ou des affluents pour trouver des consensus. Les valeurs médiatiques sont reliées à la puissance économique, à la possession des chaînes, à la consommation, à la société de consommation, à l'esprit de consommation, aux droits de l'homme et aux responsabilités sociales des journalistes. Donc, toutes ces idées-là qui se confrontent sont une partie très importante du travail de l'informateur, c'est-à-dire ou le journaliste en général, mais nous, on n'est pas à l'abri de certaines erreurs, de plusieurs erreurs. Moi, je dis que la religion, comme l'islam, par exemple, l'islam est utilisé d'une façon très générale comme comportement et qui doit absolument renforcer ou enraciner notre responsabilité dans la recherche de la vérité et la transmission de cette vérité. Je dis tout le temps, je cite tout le temps le livre de Keder qui dit que la morale signifie l'apprentissage des choix ou l'arrivée à des choix spirituels, des choix rationnels et à faire la différence entre le bon et le mauvais. Toutes les actions peuvent s'expliquer moralement et il y a des actions qui peuvent être justifiées moralement, il y a d'autres qui ne peuvent pas être justifiées. Et l'être humain peut parvenir à expliquer ses idées à son frère, c'est-à-dire à son homologue. Dans la vie du prophète, nous avons des exemples parfaits dans le comportement du prophète Mohammed alayhi salam, qui a dit que je suis venu pour compléter la morale, l'idéal de la morale. Makarim al-akhlaq. Donc, pour confirmer ceci, pour appliquer Makarim al-akhlaq, on doit regarder dans la vie du prophète, dans son comportement, dans sa vie, dans son quotidien. Et de cette façon-là, on peut préciser que les lois à la base et les lois au sommet doivent être régies et tenues par la morale, doivent respecter la morale. Donc la morale doit être un objectif, elle aussi, et
je me rappelle que dans la première partie, quand on a parlé de morale et d'environnement, on a dit que dans le Royaume-Uni, pour la prévention, il y a beaucoup de lois pour la prévention contre les déchets jetés dans les rues et contre la corruption, contre beaucoup de choses. Et on s'inspire aussi, on s'inspire là-dessus de beaucoup de morale qui existe chez nous dans l'islam. Avant, le peuple américain ne jetait pas les poubelles sans raison, mais il y a des lois qui ont été issues de ce genre de comportement puisqu'on a eu recours à la morale pour les établir, ces lois. Donc je dis que nous utilisons les lois pour renforcer la morale. Lorsque la chose concerne la morale, il faut que ce soit lié aux lois et de ce fait, pour cette relation dialectique entre la morale et les lois, les résultats qui sont issus de cette relation, les résultats, peuvent alléger de cette maille de faiblesse dans l'information. Et je peux citer par exemple, il y a d'autres personnes qui ont résumé cette idée-là dans 3 idées. Alors il y a John Stuart Mill qui est le créateur de l'idée du profit. Alors, au lieu de regarder les intentions, l'être humain doit regarder le bonheur extrême. Et cela, c'est John Stuart Mill qui l'exprime. En ce qui concerne la pratique elle-même, les journalistes qui se comportent selon des ruses et ne voient que leur profit, ils arrivent parfois à leur fin et la plupart du temps n'y arrivent pas. Donc, ils donnent des informations qui ne sont pas bonnes, qui sont fausses aux lecteurs, aux consommateurs. Et pour eux, c'est le machiavélisme. La fin justifie les moyens. On parle maintenant de Kant, qui a dit que on doit renforcer les moyens qui nous poussent à justifier nos actes. Kant dit le comportement moral doit être relié au bien et non pas aux conséquences. Et de ce fait, il est à l'opposé de John Stuart Mill. Mill qui parle du profit. Troisième idée, troisième théorie, c'est celle de la vertu. Et on revient ici à Aristote. La vertu est le juste milieu entre 2 extrêmes, 2 très mauvais extrêmes. Donc, si on regarde ces 3 théories, je peux dire que la théorie islamique est l'union des 3 théories, le profit, la théologie et la vertu. Il faut tenir compte aussi de l'intention et il faut être sûr et certain que les actions de l'être humain aboutiront au bien et que dans l'islam, ce comportement-là est relié à l'âme humaine et à la morale humaine. Comment donc on réconcilie les théories, la théorie islamique avec les théories de l'information? Il y a des choses qui se rapportent à la particularité ou à la généralité de la liberté de la presse. Et il y a aussi la morale qui s'oppose à l'esprit commercial dans lequel tombent parfois les médias. Il faut réussir à avoir un équilibre entre les droits des individus et le droit commun. Donc, il y a 2 points à traiter sur ce point. La manière avec laquelle on réussit à avoir l'information
et qui peuvent atteindre la particularité de l'être humain, et ça dépend de la nature des informations récoltées par le journaliste. Aujourd'hui, avec la technologie nous donne une grande liberté de communication. On peut tendre les ponts de communication et cette liberté, bien sûr, se rattache à la particularité de l'individu. Comme vous savez, il y a des écoutes sur les informations parfois, et ceci restreint cet espace de particularité, et ça peut aussi influer négativement sur la morale parce que une personne contrôlée par le gouvernement ou par n'importe qui, ça peut créer beaucoup de déchirures dans sa particularité, et ça peut aboutir à des problèmes, à de grands problèmes. Et ceci nous pousse à focaliser sur la particularité de l'être humain. Robert Murdoch et l'affaire de Newsweek, vous vous souvenez, le journal britannique qui s'est répandu au Royaume-Uni et dans laquelle il y a des journalistes ont transgressé la particularité individuelle de certaines personnes. Et là, l'islam dit, ça s'oppose à l'islam parce que l'islam nous incite à garder le secret et l'individualité et l'intimité des gens, les particularités des gens, parce que l'individu ne vit pas dans le vide, il vit dans une société et donc sa liberté s'arrête là où commence celle des autres. Et ceci veut dire que la liberté personnelle est reliée à la responsabilité. On peut ajouter à ça que la méthode islamique qui renforce la liberté de l'individu est quelque chose de principal, de fondamental, et met l'être humain au centre de l'intérêt médiatique. Les médias doivent servir l'être humain, l'être musulman, et non pas l'utiliser ou l'exploiter pour l'intérêt ou dans l'intérêt d'autres institutions. Donc, la liberté de l'individu et le droit de la masse à l'information s'opposent là-dessus, et c'est là où peut se répercuter ou peut se faire valoir la capacité du journaliste, la capacité de l'informateur. Voilà, là, ce sont les questions les plus importantes pour ce débat moral. Il y a deux types d'informations. L'information que nous voulons pour que tout le monde le sache, et il y a aussi d'autres détails que les gens veulent pour l'économiser. Et là, par exemple, les déboires politiques, les déboires sociaux, les extravagances. Donc, il y a des choses qui sont reliées des choses qui sont reliées les unes aux autres, et il y a des pressions qui sont mises sur le journalisme lui-même, sur le journaliste lui-même, et ça peut être en rapport avec la possession de certaines sociétés. Certaines sociétés qui veulent garder et qui veulent commander les informations, les médias pour parvenir à leurs objectifs. Ce qui est relié aux sociétés dont je parlais, les sociétés multinationales et leurs relations avec l'information, constitue une grande force qui est reliée à la consommation. Donc, il y a cette idée de consommation qui est reliée aussi à l'individu, l'individu qui veut ces informations, et il y a des sociétés qui veulent que la masse elle-même exploite ce problème entre la liberté de la presse et la possession de la presse. On trouve ça dans le monde arabe. Et c'est un problème qui nécessite une pression politique de la part des gouvernements. Bon, alors je suis un peu prise par le temps.
Donnez-moi 30 secondes seulement. Donc, après avoir parlé de ces vertus et les confrontations, les conflits entre ces vertus, je dis à la fin que la morale peut aboutir à l'existence de valeurs essentielles qui peuvent être liées à l'islam, et on peut renforcer les programmes pour arriver à une morale et à une information moralisée grâce à l'enseignement chez nous et la liaison entre l'enseignement qu'on prodigue chez nous et l'enseignement que les enfants reçoivent dans les écoles. Et c'est comme ça qu'on peut enraciner la morale pour arriver à nos objectifs. Ceci peut répondre à la question qui est en relation directe avec l'absence de valeur dans le comportement de certains médias. Merci beaucoup. Merci de votre... Very much. Our next Prochain intervenant. On va parler d'une perspective très intéressante, Nordine Miladi, chef du département des mass médias au Qatar University, donc il va parler du thème qui est au-delà de la responsabilité sociale, la responsabilité des médias. Donc est-ce que vous pouvez lancer la présentation du PowerPoint? It should be Nordine Miladi, Dr. Nordine Miladi. Dr. Nordine Miladi. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. Mesdames et messieurs, bonjour à toutes et à tous. Je remercie tout d'abord le Centre pour cette invitation, aussi pour l'organisation de cette conférence exceptionnelle qui nous donne l'occasion de poursuivre une discussion qui a commencé il y a longtemps pour qu'on puisse aboutir à des solutions, des problèmes auxquels font face les différents masses médias partout dans le monde. Pour ce que nous voulons tout d'abord, c'est développer des approches pour comprendre cette problématique au début avant de passer à la solution. La question qui se pose concernant le thème de cette présentation, qu'est-ce qui vient après? Qu'est-ce qui vient après la responsabilité sociale? Est-ce que les médias éthiques, c'est-à-dire les masses médias qui respectent le sens de l'éthique, est-ce que c'est la solution? Nous vivons dans un monde de technologie où la communication se fait par satellite et maintenant nous avons l'Internet. Tout cela représente un grand défi pour les politiciens. C'est aussi un défi pour toutes les institutions médiatiques car c'est difficile de contrôler tout ce flux d'informations qui passe par les satellites, par le réseau Internet. Les médias ont un rôle très dangereux pour forger une opinion publique, non seulement dans le monde arabe et musulman, mais partout dans le monde. Mais si l'expérience occidentale, je pourrais dire, a atteint un impasse, un tunnel sans issue. On ne peut pas contrôler les mass médias, les moyens des médias, on ne peut pas les contrôler dans nos jours. Et il faut établir une vision claire des notions dont on a commencé à parler depuis le début du siècle dernier. Les politiciens, les sociologues, les psychologues, tout le monde a parlé des chartes de profession. Je vais parler rapidement des points suivants.
Je vais commencer par la théorie de la responsabilité sociale, ce qu'on appelle en anglais social responsibility, la responsabilité sociale. Et cette responsabilité sociale a mené à l'apparition à ce qu'on appelle les chartes des métiers ou les chartes de profession dans les dernières 50 années. On a vu le respect des différentes chartes de profession et je vais parler aussi des différences qui existent et aussi parler d'une notion, du contexte et aussi de l'objectivité. Et pour conclure, je vais essayer de présenter, pas des solutions, mais des approches de solutions, donc des différentes théories. Et je serais ravi d'entendre ce que Dr Moataz Al-Khatib va dire. Donc, je vais pas parler de ces sujets. Et je crois qu'il va commencer là où je vais terminer, comment on peut rationaliser le travail médiatique. La liberté du journalisme est une idée qui a apparu dans l'Occident après un développement du journalisme, de la presse écrite. C'était avant même l'apparition de la radio et de la télé. C'était dans les années 40. Cette commission de Hutchinson était l'un des premiers essais pour rationaliser le travail journalistique. Et tout le monde s'est mis d'accord que personne ne doit atteindre. Ça confirme ce que M. Wadar Khanfar a dit. Les journalistes et aussi les politiciens dans l'Occident, tout le monde s'est mis d'accord qu'il ne faut pas toucher la liberté. La liberté dans l'Occident n'est pas la liberté dans l'Orient. La liberté dans la société est très importante et c'est difficile de jouer sur cette équation de liberté. Dans le journalisme qui défend le citoyen. Pour cette raison, on a vu apparu ce qu'on appelle le watchdog dans le journalisme. Et le rôle de la presse était important dès son début pour défendre la démocratie, la jeune démocratie à l'époque dans les différents pays de l'Europe de l'Ouest. La presse devait représenter cette diversité, non seulement la diversité ethnique, mais la diversité politique, idéologique, une diversité d'idées qui existent dans la société européenne à l'époque. Je passe rapidement aux aspects prochains. Et comme ça, on a commencé à développer des chartes de profession au lieu qu'on ouvre la porte aux gouvernements qui se succèdent pour contrôler les mass médias. Les journalistes eux-mêmes ont développé des chartes de leur profession pour, c'est-à-dire une régularisation qui vient du journalisme et pour le journalisme. Et le journalisme devra rester libre et personne ne va s'emparer de cette liberté. Pour cette raison, on a vu le développement de ce qu'on appelle les chartes de métier. Donc, toutes ces règles ont été organisées dans des chartes d'honneur, des chartes pour exercer le métier ou la profession de journaliste. Ce sont des chartes qui s'orientent selon l'intérêt public.
Et cela aussi est traduit par la ligne éditoriale d'une chaîne de télévision ou d'un journal, d'un quotidien, et ainsi de suite. Comme j'ai dit, ces chartes diffèrent selon les professions. On voit la même image aussi dans les masses médias. Les chartes diffèrent selon les médias dont on parle. Donc je vais aller rapidement, comme on n'a pas assez de temps. Je voulais ici donner deux exemples, deux chaînes de télévision qu'on connaît tous. Nous avons, par exemple, la chaîne BBC de la Grande-Bretagne et aussi Al Jazeera, deux chaînes connues, deux chaînes leaders dans le monde. Je voulais commencer par ces deux exemples pour illustrer un aspect important, ce que nous mentionnons comme des diachotomies. Donc, c'est-à-dire la différence entre ce qui est théorique et ce qui est appliqué sur le terrain. Je parlais d'autres chaînes comme Fox News et ainsi de suite, des chaînes qui adoptent un discours de haine. Mais il faut parler de bons exemples. Al Jazeera, leader dans le monde arabe, et la BBC, leader dans l'Europe de l'Ouest. Pour la BBC, si on examine la charte d'honneur, la charte de la profession de journalisme, on trouve beaucoup de rapprochements au niveau de ces deux chartes entre la BBC et Al Jazeera. Présenter la vérité, l'indépendance, servir l'intérêt public, la justice, éviter de porter atteinte aux autres, l'objectivité, et ainsi de suite. Il y a beaucoup de notions extraordinaires lorsqu'on ouvre ce lien de la BBC qui est sur le site web de la BBC. C'est une chaîne qui est professionnelle et on sait vraiment qu'est-ce que ça veut dire la BBC. Le même s'applique à Al Jazeera. On trouve les mêmes sens, les mêmes principes. Al Jazeera est un service médiatique international, mondial. Al Jazeera les valeurs de journalisme, le courage, l'indépendance, la diversité sont avoir recours aux intérêts économiques ou financiers. Notre défi est toujours présenter la vérité, rien que la vérité, présenter l'opinion et l'opinion adverse. Aussi, on a des points qui s'adressent au public, le respect du public, le respect des téléspectateurs, la précision, l'objectivité et aussi le respect de l'émotion des victimes et leurs membres de famille, leurs proches. Al Jazeera aussi salue la concurrence, une concurrence qui respecte aussi les mêmes règles de jeu. Donc, ce sont des expressions extraordinaires, magnifiques. On continue notre lecture. Point numéro 10, sur ce qui est aussi sur la page d'Al Jazeera. Les éléments qui causent une controverse peut-être, ce sont des notions comme l'objectivité. Des philosophes, beaucoup de philosophes, de sociologues, beaucoup de journalistes ont écrit des livres sur l'objectivité, mais ça reste toujours des définitions et c'est très difficile. Ce que je souhaite illustrer ici, c'est la référence
et aussi le fondement culturel, le fondement éthique du journaliste, du propriétaire de la chaîne. Donc, c'est-à-dire il y a toute une chaîne de responsables, il y a toute une chaîne de gens ou de personnes derrière cette industrie médiatique. Et on a aussi beaucoup d'obstacles entre les villes, beaucoup de problèmes entre différentes régions du monde. Donc je vais passer encore plus rapidement. On se met d'accord que l'objectivité veut dire qu'il faut garder l'indépendance de chaque partie concernée dans l'information. Et les masses médias doivent chercher la vérité et cela rend les masses médias un élément très important qui joue aussi le rôle du quatrième pouvoir. Peut-être M. Oda Hanfa n'est pas d'accord avec moi, mais c'est une réalité. Et lorsqu'on parle de l'objectivité, il ne suffit pas d'être objectif ou de chercher une objectivité passive. Et quelle est la différence entre le théorique et le pratique ou la pratique? Est-ce que le journaliste peut être à 100% objectif? Combien de temps il me reste? Moi, j'ai rien fait, j'ai pas dépassé le temps. Voilà, être neutre, être impartial, être objectif, c'est difficile. L'application sur le terrain est aussi difficile. Le choix du terme, ce qu'on appelle sémiotique, lorsqu'on prend la couverture de la guerre contre l'Afghanistan ou les événements en Palestine, le choix des termes est quelque chose de très important. J'ai comparé là Al Jazeera, BBC et CNN jusqu'à 2003-2004. On avait un discours précis. Al Jazeera parlait des Palestiniens comme étant des militants. Et Al Jazeera ne parlait pas de leur appartenance politique. Al Jazeera ne parlait pas de terrorisme. Al BBC a retiré ce terme de terrorisme. Ce terme de terrorisme n'a été retiré de la BBC qu'il y a 5 ou 6 ans. Dans les chaînes de l'Occident, on n'entend pas parler des forces de l'occupation. On parle plus de l'armée israélienne. On n'entend pas parler d'invasion. Invasion, lorsqu'on ouvre le dictionnaire, on voit vraiment qu'il y a une définition très précise de ce mot. Et Al Jazeera utilise d'autres termes. On entend aussi parler de terrorisme ou de terroristes ou de martyrs. Israël est toujours un terme évité dans beaucoup de masses médias arabes. Tous les journalistes d'Al Jazeera essaient d'éviter tel terme. On parle de Ramallah occupée, Palestine occupée. L'autorité palestinienne donc, ce sont les termes. Donc, donnez-moi, s'il vous plaît, 2 minutes pour terminer. 1 minute, d'accord? OK. 1 minute. On ne va pas dépasser la minute. Une seule minute. Donc, je m'excuse car cette présentation est misérable car j'ai toujours un mauvais choix de photos et d'images. Donc, je reviens pour parler de la ligne éditoriale. C'est un aspect très important qui peut être utilisé pour des fins politiques, pour
rapprocher une idée politique au public. Donc, je vais aller encore plus rapidement. Vous voyez la différence pendant la guerre contre Gaza et contre l'Irak. Al Jazeera, par intention, a utilisé telles images. Beaucoup de chaînes n'ont pas voulu utiliser ces images et ces vidéos. Il y a aussi une grande polémique à l'époque. Qusay et Uday Saddam, les deux fils de Saddam et Omba, ce sont les détenus israéliens. Lorsque Al Jazeera a montré ces images, beaucoup de chaînes de télévision ont critiqué Al Jazeera cela, mais quelques semaines par la suite, beaucoup d'autres chaînes de télévision ont repris ces mêmes images que Al Jazeera a montrées auparavant. Donc là, on pose une question avec un très grand point d'exclamation. Quels sont les critères adoptés pour parler de la réalité? Bill Riley est un journaliste américain qui paraît souvent sur CNN. Ce qu'il a dit sur le monde arabe et islamique, surtout concernant la guerre contre l'Irak. Personne n'a parlé là-dessus, ni George W. Bush, ni Tony Blair, ni personne d'autre des politiciens occidentaux. Donc, c'est le dernier point. Merci. Le temps est terminé. Mais il y a eu une grande polémique lorsque Al Jazeera a montré les discours d'Oussama Ben Laden. Donc, je souhaite recevoir vos questions et merci beaucoup pour votre attention. Je m'excuse parce que je n'ai pas eu le temps pour compléter mes observations. I thank my colleague, Dr. Miladi, for his understanding of the punctuality and the need to respect the time to be fair to the audience. J'entends rien là. We'll give him the chance to answer, take questions in due time. Our next speaker is Dr. Mu'azz Al-Khatib. He's an assistant professor with the Research Center for Islamic Legislation and Ethics. And today he'll be speaking about balancing conflicting values and its impact on media. And the allocated time is 15 minutes as well. Oui, d'accord. « 15 minutes donc. Le sujet duquel je vais parler maintenant concerne l'équilibre entre les intérêts dans le domaine des médias, bien sûr. Pour parler de l'intérêt dans les médias, il y a trois types de problèmes. 3 points. Je vais essayer. Il y a beaucoup de points, mais je vais en saisir 3 seulement. L'intérêt dans l'information d'abord. Et là, il y a beaucoup de complexité et beaucoup de différences. Le deuxième point, c'est la dualité entre la vérité et l'intérêt. Et comment on peut se comporter avec les deux éléments dans l'information. Est-ce que, quand on tient en compte l'intérêt, est-ce qu'on peut parvenir à la vérité, à la réalité? Comment on peut réunir ces deux éléments? Et le troisième point, c'est quel est le rôle que l'islam, le fiqh de l'islam, la morale de l'islam peut jouer dans ce domaine pour réunir et concilier l'intérêt général dans le domaine des médias. Alors, avant de commencer ces 3 points, je voudrais signaler 3 autres points qui sont acquis sur ce papier, qui sont très acquis dans ce papier, pour parler de la morale, d'une information morale ou moralisée. Ce n'est pas la fonction de l'information de pousser les gens à être moraux ou à avoir de la morale, mais parmi les rôles de l'information est de respecter la morale. Ce n'est pas à lui de pousser les gens à être moraux, mais lui, il doit respecter la morale. Le deuxième point, c'est que nous sommes
avec les moyens, avec les médias. Et les médias ne doivent pas s'arrêter dans la retransmission de ce qu'elles voient. Nous voulons des éléments qui confectionnent l'information, ou bien, selon Jacques Reda, l'information est confectionnée et expliquée dans l'intérêt de certaines forces. Troisième point, il y a des éléments qui participent à un rôle très important dans l'orientation de l'information. Alors, parmi ces éléments, il y a le pouvoir, il y a l'argent, et il y a d'autres éléments qui se rapportent à la technique de l'information qui ont été cités par Wadah Khanfar tout à l'heure. Par exemple, l'officiel, les partis officiels sont les sources, les véritables sources de l'information. On ne peut pas ignorer les sources officielles. Donc, ces 3 points disent que nous poussent à croire, à penser que nous ne sommes pas devant un élément à utiliser, à manipuler, mais devant des éléments producteurs qui peuvent avoir des idées et qui peuvent participer à renforcer les idées. Et nous ne sommes pas devant un élément indépendant dans l'absolu, mais nous sommes devant des moyens qui sont reliés et tenus par certaines contraintes. Donc nous devons parler aujourd'hui clairement, nous comme public ou comme hommes de médias, on doit parler de l'information, de l'intérêt. Et on doit parler avec transparence de tout ça. Les intérêts de cette chaîne ou de telle autre chaîne, par exemple, il faut absolument le déclarer, le dire de façon claire, nette. En ce qui concerne le premier point que j'ai soulevé, c'est l'intérêt et ce qui l'entoure et la complexité qui l'entoure. Donc l'intérêt général, c'est une expression centrale dans la morale ou dans les décrets des moyens des médias. Et en même temps, c'est une expression très complexe et très sombre et très complexe, parce que les médias ne doivent pas déclarer leurs intérêts, ne doivent pas mettre à nu leurs intérêts. Et la plupart du temps, cette complexité reste cachée pour que l'institution médiatique puisse l'orienter vers le sens qu'elle veut. Mais dans n'importe quelle démocratie, le rôle du journaliste, c'est de transmettre les informations vers le public et ces informations qui peuvent permettre au public de réaliser leur intérêt. Mais là, il y a une confrontation qui naît de l'application des moyens d'information, des médias. Il y a la politique et il y a la différence de culture. Ces éléments délimitent les différences entre les intérêts. Et les intérêts peuvent s'affronter aussi. Et parfois à l'intérieur de la même société. En plus des différends et des luttes qui s'intercalent ou qui peuvent exister au sein même de la même société. Donc, la notion d'intérêt reste complexe et reste obscure. Mais une fois, je reviens à la BBC, dont parlait Dr Milady tout à l'heure. La BBC, par exemple, a une idée particulière de l'intérêt général. La BBC dit que l'intérêt général, c'est de présenter des informations qui concernent des informations qui intéressent le plus grand nombre de publics dans la transparence et provoquer des discussions et lutter contre la corruption et contre la fausseté. Dévoiler aussi les corruptions, dévoiler les crimes. Voilà la définition de la BBC. La définition
de la BBC concernant l'intérêt général de l'information. À partir de ça, on peut constater que cette idée-là est sujette à l'obscurité aussi, et ceci me pousse à discuter le deuxième point concernant le fiqh de l'islam ou bien la conception de l'islam concernant l'intérêt général. Le fiqh islami présente un débat très riche là-dessus, concernant surtout la théorie de l'intérêt. Il y a 3 niveaux. Le premier niveau, c'est la méthode. L'intérêt, dans ce cas, est une source de législation islamique, bien sûr, de charia islamique. Alors, sur le plan philosophique, c'est ce qui fait de l'intérêt l'objectif supérieur ou la philosophie supérieure de la charia ou de la législation. Deuxième élément, c'est le niveau laïque. Celui, évaluatif, bien sûr, celui qui fait qu'il faut différencier entre le bon comportement et le mauvais comportement dans le domaine politique. Alors, l'intérêt, c'est l'intérêt qu'on peut récolter, mais dans le fiqh islamique, dans la législation islamique, c'est la régularité de la vie des gens, l'ordre. Et il y a aussi, Shatibi, le philosophe Shatibi, dit qu'il s'agit de la bonne vie, de la vie régulière de l'être humain. L'être humain donne une vie décente et le fait de réussir tout ce qu'il désire dans l'absolu. Tout ce qu'il désire. Ça, c'est la définition un tout petit peu résumée de l'imam Ash-Shatibi qui a vécu lors du Xe siècle de l'Hégire. Il n'y a pas d'intérêt pur, 100%, à 100%, mais il y a quelques intérêts qui encourent quelques mauvaises actions, bien sûr. Donc, on peut considérer qu'il y a certains paramètres qui considèrent l'intérêt comme non-intérêt. Donc, ce qui est considéré, ce n'est pas le désir de l'individu ou de l'ensemble de l'individu. C'est ce qu'a traité Waddah Khanfar il y a quelques instants. Et là, c'est une idée qui est enracinée dans l'islam. Donc, l'évaluation de l'intérêt, ce n'est pas le désir des personnes, des individus, mais il faut s'appuyer sur les intérêts terrestres et les intérêts de l'au-delà aussi. Donc, notre intérêt, c'est de vivre bien dans la vie, de penser à l'au-delà également et surtout. Et il faut voir où se situe l'intérêt général. Et l'intérêt général n'est pas forcément l'intérêt de chaque individu. Même s'il y a des intérêts particuliers qui sont gâchés, on tient compte toujours de l'intérêt général. Donc, si ça mène vers un intérêt général, un intérêt global, général, il est considéré comme intérêt pur. Donc, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a quelques intérêts qui peuvent s'affronter parce que la plupart sont relatifs, parce qu'il y a des intérêts qui sont bons pour certains et qui ne sont pas des intérêts pour d'autres, qui peuvent être des intérêts pour un groupe, au dépend d'un autre groupe. Donc, comme vous voyez, ce sont des intérêts relatifs. Alors, comment les gérer lorsque les intérêts, bien sûr, lorsqu'ils se confrontent, lorsqu'ils s'opposent, lorsqu'ils se heurtent. Donc, le fiqh de l'islam présente bien sûr quelques détails là-dessus et quelques solutions. Il y a quelques bases qui sont à respecter. Par exemple,
Oui, il faut d'abord commencer par corriger les erreurs avant de chercher les intérêts. Quand il y a un problème à résoudre et il y a un autre intérêt prêt à saisir, il faut commencer par résoudre le problème. Bon, alors quand il y a deux intérêts, deuxième règle, quand il y a deux intérêts, il faut les superposer et donner la priorité à celle qui est plus générale. Ensuite, l'intérêt général doit dépasser l'intérêt individuel. On peut sacrifier quelques individus ou quelques particularités dans l'intérêt de l'ensemble. Là, ce sont quelques règles pour lutter contre la divergence, la grande divergence entre les intérêts et l'opposition des intérêts entre elles, les intérêts entre eux. Il y a d'autres éléments qui ont été traités par Wadah Khanfar tout à l'heure aussi. Ce sont la couverture des informations. Une couverture d'information, une information peut mener à une catastrophe. Comment traiter une information qui, de visu, va mener vers une catastrophe ou va causer des problèmes à certaines personnes ou à certains groupes. Surtout si ce malfait est sûr et certain et garanti dès le début. Donc, il y a beaucoup d'exemples dans les médias ou dans le domaine de l'information qui peuvent provoquer des problèmes moraux. Et il y a quelques règles qui peuvent être exploitées, comme transmettre les informations qui peuvent mener vers des dissidences ou vers des déchirures. Est-ce que c'est moral ou pas moral? Les informations qui peuvent provoquer des ennemis, de la haine, ou bien qui peuvent mener vers l'immoralité, surtout dans le domaine sexuel, par exemple. Est-ce que le fait de transmettre des informations comme ça est bon ou mauvais, est moral ou pas moral? Par exemple, l'agression d'une personne, est-ce qu'on peut retransmettre une agression d'une personne lors de son arrestation, par exemple, ou une femme qui a été violée, par exemple? Est-ce que le fait de diffuser des informations comme ça dans les détails ne nuit pas à la morale générale et à la morale particulière aussi? N'est-il pas plus utile de supporter un mal individuel dans l'intérêt du groupe, du bien du groupe? Donc là, il y a des droits particuliers, des droits individuels qui s'opposent à, bien sûr, à un malfait collectif. Donc, on peut peut-être sacrifier certaines choses en faveur d'autres. On peut se concentrer aussi sur la retransmission de l'idée, surtout lorsque on retransmet l'opposition d'idées entre plusieurs personnes et que ça crée des problèmes sociaux. Le fait de se concentrer sur les défauts seulement ou sur les qualités seulement est le dernier point avec lequel je vais terminer. C'est le problème philosophique et c'est un grand problème. Et la relation entre l'intérêt et la réalité. Est-ce qu'on peut mentir dans l'intérêt de certains ou de la communauté, ou est-ce qu'on peut cacher une partie de la réalité en faveur de la communauté en général? Donc, il me reste même moins qu'une minute, mais je peux dire quand même que les valeurs sont absolues, mais le fait qu'elles soient absolues, c'est un absolutisme mouvant, qui bouge. La valeur est absolue, mais elle est en mouvement avec d'autres valeurs. Donc, il faut faire fonctionner toutes les valeurs ensemble et non pas chaque valeur à part pour résoudre ce problème. Merci. Our fourth and last speaker today is Mahmoud Youssef Al-Masri.
Le dernier intervenant est M. Mahmoud Youssef As-Samassiri. Il vient de l'université de Yarmouk. His paper is called The Moral Responsibility of a Muslim Media Professional Toward a New Vision. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين والصلاة والسلام على خير خلق الله أجمعين. في هذه الدقائق السريعة نستعرض ما هو أمام حضراتكم من السعي لطرح مفهوم جديد للمسؤولية الأخلاقية. On va parler donc d'une nouvelle conception de la responsabilité morale. Une nouvelle conception, pas seulement pour les médias musulmans, mais pour tout ce qui concerne la religion musulmane. Quelle est la morale qu'il faut respecter donc pour faire fonctionner un média efficace? Je vais parler d'une façon générale, parce que l'idée générale, l'idée ne peut pas être conçue et exprimée en 15 minutes. Quand on essaie de définir la morale dans les médias, il faut parler de n'importe quel travail de communication. On essaie de réaliser deux objectifs, ou l'intérêt, ou apporter un intérêt, ou repousser un mal. Qu'est-ce qui est moral et qu'est-ce qui est immoral dans tout cela? La communication pour réaliser un intérêt illégal, ça, on peut l'appeler une communication immorale. Et ça, c'est de l'avis de tous les spécialistes de l'information. Quand tu essaies de réaliser des objectifs personnels illégaux, là, c'est immoral. Alors, quand tu utilises ça pour réaliser un objectif légal, et pour servir l'intérêt de l'auditeur, du récepteur, de celui qui reçoit. Voilà, le mot, la personne qui reçoit, la personne qui est visée, est-ce que ça c'est moral ou pas? Est-ce que ça signifie que tu es totalement innocent de la responsabilité morale? Non, bien sûr. La morale est réalisée lorsque le message peut réaliser, lorsque l'intérêt de l'individu peut être réalisé. Alors, tout mal qui peut être provoqué par ton message et qui peut causer un problème, c'est une irresponsabilité morale. Alors, les conceptions occidentales dans ce domaine essaient de répondre à la question quelles sont les responsabilités du transmetteur vis-à-vis de celui qui reçoit, vis-à-vis du récepteur, du recevant. Elle essaie de répondre aussi à une autre question. Comment je peux garantir que celui qui retransmet est capable de garantir la valeur morale? Alors, ce qui s'est passé en Égypte, un exemple, il y a avant le 30 juin, les médias qui appartenaient aux frères essayaient de réaliser l'objectif des frères musulmans, bien sûr. Exact. Et il essaie de réaliser des intérêts. Mais il n'a pas su comment réaliser ses intérêts d'une façon saine et ça a mené vers une catastrophe qui a touché toute l'Égypte.
c'est que les frères ont échoué dans le fait de convaincre le peuple de leur façon de résoudre les problèmes qu'affronte leur pays et les problèmes qui sont posés par la réalité. Donc, là, les médias ou l'information n'ont pas réussi à monopoliser comme il faut l'opinion publique. On peut appeler ça un échec, mais cet échec-là, s'il était su d'avance, s'il est connu d'avance, ça devient un échec moral. Il faut avoir deux éléments pour que l'objectif soit réussi. Il faut bâtir la communication sur des éléments qui assurent la possibilité de ce message à réaliser l'intérêt. Comment ceci peut-il être réalisé? C'est grâce au rapprochement de la vérité. Quand on s'éloigne beaucoup de la réalité, il y a beaucoup plus de risques de ne pas faire la transmission comme il faut et de ne pas faire parvenir le message. Et là, l'échec est presque imminent, presque sûr. C'est une grande responsabilité. Alors, comment arriver à la réalité? On en parlera tout à l'heure, mais il ne faut pas donner de messages qui sont loin de la réalité. Quelle que soit la faille dans ce message, tout cela peut aboutir à un échec total. Parce que les uns acceptent et les autres refusent. Lorsque les uns acceptent et les autres refusent, tu crées une dissidence et tu crées une déchirure, un schisme. Et les rangs sont dispersés et tu déchires la conscience des recevants. Et là, tu perds sur tous les domaines. Le troisième élément, c'est que ce message, si elle concerne un grand problème, n'importe quelle faille fait de ce message le fait qu'il frappe tous les éléments constituants de ce problème. Parce qu'un problème, il y a beaucoup d'éléments qui le constituent. Alors, quand il s'agit d'une cause très importante, il faut faire attention aux éléments et aux détails. Quatrième élément, lorsque tu appliques, lorsque tu élabores, ou lorsque tu te donnes un message, tu envoies un message, tu sais très très bien que quelques-uns vont profiter et d'autres vont être affectés. Donc, il faut que tu saches, il faut que tu te mettes du côté qui te garantisse le succès ou bien l'intérêt de tout le monde, surtout quand tu dis la vérité totale. Et là, lorsqu'il y a une défaillance spirituelle, bien sûr, où tout cela peut aboutir à des failles dans la réception et peut causer des dissidences et des problèmes et des déchirures dans les sociétés. Et comme vous savez qu'il y a beaucoup d'États qui se sont écroulés à cause de certaines défaillances ou certains messages qui passent faux. Alors, si l'on pose la question, la deuxième question, qu'est-ce qui peut me garantir que la cause que défend le journaliste est la cause qui intéresse la plupart du peuple, la grande partie ou la majorité des recevants du peuple? Qu'est-ce qui est prioritaire et qu'est-ce qui est moins prioritaire? Donc, là, quand on classe, il faut absolument faire très attention parce que là, tu ne peux pas être tout le temps fidèle à ce que demande, à ce qu'attend de toi le recevant. Et là aussi, ça devient une trahison lorsque tu ne donnes pas le message exact et tu causes des problèmes. À la base, il y a ce qu'on peut appeler une trahison. Donc, le problème, c'est comment on construit nos messages sûrs, de telle sorte que on peut donner la vérité et que le recevant peut les avoir avec une sérénité. Et le deuxième problème, comment je peux garantir que la cause que je défends est la cause prioritaire de la masse. Donc, ces deux questions
on n'a pas trouvé de réponse, l'Occident n'a pas trouvé de réponse à tout ça. Depuis Aristote jusqu'à maintenant, et toutes les révolutions qui se sont succédées n'ont pas répondu à ces deux questions. La seule question à laquelle on a pensé, c'est comment avoir une information qui peut avoir de l'influence sur le recevant. C'est ça. Ils n'ont pas tenu compte de l'intérêt, ils n'ont pas tenu compte des malfaits ou des malfaits qui peuvent toucher la société. Maintenant, nous appelons à une théorie, la théorie à laquelle nous appelons, et qui est basée sur l'idée comment mettre des bases qui nous permettent de donner une information réelle et vérité, et pour atteindre la vérité, c'est-à-dire atteindre la vérité. Il y a beaucoup de conditions qui doivent exister, il y a des conditions qui doivent être remplies pour qu'on puisse arriver à l'information réelle, à la vérité. Il y a 4 étapes sur lesquelles se base cette théorie. C'est la conscience. La première, c'est il faut qu'il y ait des introductions claires et nettes, une préparation du recevant jusqu'à ce qu'on arrive à des introductions qui réussissent à englober toute l'idée. Donc, c'est logique qu'il y ait avoir un problème au niveau d'une conception juste. Le deuxième point, même si on dispose de cette structure théorique, on aura un problème au niveau de la perception de la situation économique sur le terrain. Donc il n'y a pas toute une indépendance des masses médias. Il y a toujours une influence, une certaine influence et dans cette recherche de la vérité, mais il y a toujours une influence. Troisièmement, il faut séparer les différentes étapes sur le chemin de la recherche de la vérité pour transférer l'information. Quatrièmement, il faut établir penser à des conditions pour encadrer cette recherche de vérité, pour qu'on puisse aussi établir des jugements logiques envers les informations véhiculées. Et le but final, c'est que le récepteur ou le téléspectateur puisse fonder son jugement sur des arguments logiques. L'aspect suivant, c'est comment peut-on établir une théorie dans le monde des masses médias qui permette aux journalistes de s'orienter, surtout lorsqu'il y a des affaires de grande envergure dans plusieurs sociétés. Le critère principal, c'est revenir à un rapport. Et il faut chercher toujours le grand bénéfice pour la société. Cette théorie doit prendre en compte plusieurs éléments aux aspects pour qu'on puisse aider la presse, le journalisme en général, pour remplir sa mission et véhiculer des messages et des informations qui représentent la justice et la vérité. L'établissement de cette théorie dans le monde islamique ne sera pas possible si on n'adhère pas aux valeurs de la liberté. Donc, nous avons besoin d'avoir une véritable connaissance de notre propre culture, identité, notre identité islamique. Et par la suite, il faut
avoir ou développer les outils et les instruments qui sont susceptibles de réaliser ces objectifs. Et par la suite, il faut faire une lecture profonde et précise pour qu'on puisse améliorer la réalité de la société musulmane. Troisièmement, il faut développer un plan complet et un plan performant pour qu'on puisse transformer la réalité de la société musulmane à une situation meilleure pour qu'on soit leader parmi les autres nations dans le monde. Et quatrièmement, il faut bien définir et déterminer le rôle de chaque composante de la société islamique. Mais aussi, on parle du rôle que les journalistes, que les mass médias doivent jouer. Et sans cette vision dont j'ai parlé dans 4 différents piliers, je ne pourrais pas dire qu'on pourrait avoir un plan véritable des mass médias dans le monde islamique pour qu'on puisse améliorer et développer notre société. Donc, merci beaucoup pour votre attention. J'ai respecté le temps. Merci beaucoup. Nous avons une demi-heure pour passer aux questions et à la discussion. Donc, Dr. Mack a parlé de la communication, de la technologie et aussi de la problématique de l'éthique. Dr. Milani a parlé de l'expérience de l'Occident dans le champ médiatique et le conflit enregistré sur le champ de l'éthique. Dr. Al-Khatib nous a parlé de l'organisation des institutions des mass médias vis-à-vis à l'intérêt de la société et comment peut-on aussi parler de l'intérêt public d'un point de vue musulman. Dr. Samasiri, finalement, a parlé des conditions à remplir par les professionnels des médias pour accomplir leur mission. Et il a aussi essayé de nous donner une définition de la vérité, et cela en s'orientant à une vision islamique. Donc, je vous invite à participer activement à cette discussion et à cette phase de questions qui va durer 30 minutes. Donc, je reconnais que nous n'avons pas parlé de beaucoup d'autres perspectives en raison du temps. Donc, je vous invite à clarifier tout point que vous souhaitez clarifier. Donc, je ne peux pas vous voir parce que j'ai un problème avec la lumière. Donc, je vous invite. Ma question au Dr. Mahmoud et Mu'taz en général. La session qu'on avait hier concernant l'égalité entre la femme et l'homme, on a eu beaucoup de points de vue différents. Aujourd'hui, on parle aussi des intérêts dans les médias. Le travail des médias, c'est pas quelque chose de facile. Nous sommes en fait en train de parler de théorie, beaucoup de théorie, et on parle pas de la pratique. Lorsqu'on souhaite passer à la pratique, on reste toujours immobile, si on peut dire. Les intervenants ont essayé d'établir des théories, ils ont posé des questions. Et ma question, peut-être permettez-moi la formule, quel est l'intérêt de cette conférence si on ne sort pas par des solutions pratiques?
كيف المايك هذا؟ Yes, it's working. شغال. شكرا جزيلا. هو فعلا سؤال Merci beaucoup. Bonne réponse. L'importance de tels forums et telles conférences, c'est de soulever des questions pour qu'on puisse développer des rapproches à des thèmes différents. Lorsqu'on parle du printemps arabe et les problèmes que l'Égypte, la Libye ou la Tunisie a eu, et surtout au niveau des médias, les partis politiques, les acteurs dans les médias et aussi les professeurs dans les universités n'ont pas pu jusqu'à présent, que ce soit en Tunisie, en Libye ou en Égypte, jusqu'à présent, ils n'ont pas pu développer des approches médiatiques pour résoudre tous les problèmes qui existent. Maintenant, il y a des centaines, je dis, des centaines de chaînes de télévision qui surgissent comme des champignons, que ce soit en Libye ou en Tunisie. Bien sûr, c'est quelque chose de positif, mais il faut que ce soit quelque chose de bien organisé, pour bien présenter les idées et les visions des différents partis politiques. Donc, il faut sortir de l'impasse. C'est ça notre objectif, en fin de compte. Ces théories doivent être développées pour servir les téléspectateurs. Malheureusement, ce sont des théories développées par les médias occidentaux, mais dans le monde arabe, nous sommes toujours très loin de cette fin. Ce que je voulais ajouter pendant ma présentation vers la fin, et c'est quelque chose cité déjà par Dr Mu'taz, c'est pas toute la vérité, c'est juste une partie de la solution. Mais je dirais même, j'allais même pour dire que c'est une grande partie de la solution. La liberté est un aspect très important, surtout dans les médias publics. Waddah Khanfar a parlé au début de sa présentation des médias qui appartiennent à la société. Si on reprend cet exemple de la BBC, la BBC n'appartient pas au gouvernement britannique et en même temps, la BBC n'appartient pas à un homme d'affaires comme Robert Murdoch. La BBC appartient au peuple britannique. Pour cette raison, chaque citoyen britannique doit payer un abonnement pour bénéficier des services de la BBC. Ce que nous devons faire, c'est voir un libéralisme dans les médias pour que ces médias représentent l'intérêt public. Il ne faut pas se contenter de parler de charte d'honneur, de charte de profession. Il faut aussi que ces médias soient libres, soient justes et qu'ils représentent la vérité et qu'ils soient un miroir de la société. On prend l'exemple aussi d'Al Jazeera. Al Jazeera n'appartient pas au gouvernement du Qatar. C'est aussi un bon exemple. Je passe aussi à l'exemple tunisien. La télévision nationale de Tunisie est en transformation. Peut-être on verra cette télévision tunisienne dans les quelques années qui viennent comme télévision indépendante qui appartient au peuple tunisien et non pas au gouvernement tunisien. Merci beaucoup pour votre question. Donc là-bas au fond, on a une deuxième question. Mohamed Mustafa Abdallah, chercheur à l'université de Khartoum. On cherchait une définition des éthiques et c'est la problématique auquel
les chercheurs ont fait face. Donc, il y a moi, je cherche une définition claire de l'éthique. Je sais que c'est pas facile de définir l'éthique. Qu'est-ce que c'est l'éthique? Certains ont développé des équations pour analyser cet aspect de l'éthique. Donc, l'éthique, c'est l'homme, c'est l'argent, c'est le politicien. Et c'est l'un de ces trois éléments manque, l'équation n'aura plus de sens. Donc, jusqu'à présent, j'ai pas eu une définition parfaite ou précise des éthiques. On entend beaucoup de définitions différentes. Donc, on va prendre un nombre de questions à la fois pour qu'on puisse répondre directement. Prière d'être bref. Si on revient aux interventions des chercheurs, je crois qu'il serait intéressant d'établir un fondement islamique à toutes ces théories. Lorsque Dr Mu'taz de Samasiri, lorsqu'ils ont parlé des éthiques dans les médias, des éthiques qui servent de règles qui m'empêchent à insulter quelqu'un qui a une opinion différente. Donc, c'est quelque chose d'important. Deuxièmement, l'empire juif des médias joue un rôle extrêmement important dans le monde pour altérer les éthiques médiatiques. Donc, il faut toujours prendre ce rôle. Il faut toujours le prendre en compte, que ce soit en Irak, en Égypte, en Syrie. À travers ces chaînes de télévision, on voit des choses qui ne sont pas acceptées, ni religieusement, ni éthiquement, ni socialement. Et on voit beaucoup de problèmes au niveau des médias en Égypte, en Tunisie, en Libye. On essaie de pousser les gens à une naturalisation des relations avec l'autre. Donc, il faut toujours être vigilant parce qu'il y a beaucoup d'influences externes. Merci beaucoup. Donc, on prend 2 questions de ce côté. J'ai une question pour Dr Samasiri. Je crois les frères musulmans et les médias des frères musulmans, l'expérience de ces médias n'a pas eu sa chance pour s'exprimer, n'a pas eu assez de temps pour se développer. Bien sûr, les frères musulmans et leurs médias n'étaient pas assez matures, mais ce que l'autre partie a fait est inacceptable. C'est eux qui ont amené les militaires au pouvoir, c'est eux qui ont atteint à la liberté des Égyptiens, c'est eux qui ont
Merci beaucoup. Donc, je vous interromps là. Dernière question. وبإيجاز لو سمحت. Très brièvement, s'il vous plaît. الحقيقة أنه فيه سؤال أخلاقي J'ai une question éthique مجال الإعلام يعني آخر سؤال أخلاقي dans le monde des médias et ظهر بعد اعترافات سنودن لعميل qui est apparu après les aveux de Snowden, l'agent des services secrets américains. الحقيقة طرحت مشكلة كبيرة في مجال Les aveux de Snowden a créé un grand problème au niveau de la relation entre les médias et l'éthique. والحق في الوصول إلى المعلومة Les médias demandent un droit وفي الطرف الآخر essentiel, c'est atteindre ou arriver à la vérité. خصوصية Et d'autre part, des gens cherchent d'établir ou de confirmer le droit à l'intimité. Snowden إلى انتهاك الخصوصية a montré que le fait de chercher l'information ne pousse à rentrer dans l'intimité des gens ou des institutions. أو من انتهاك الحق Donc, comment peut-on tracer une ligne entre l'intimité ou la vie privée d'une part et la recherche de l'information? Deuxième aspect, jusqu'à où peut-on aller si on ne respecte pas l'intimité et aussi si on ne respecte pas le droit à l'information? Il y a une étude qui est apparue dernièrement en France, l'intimité dans l'horizon 2020. Selon cette étude, ce qu'on appelle vie privée ou intimité va disparaître complètement à l'horizon 2020. Lorsque Snowden a dévoilé beaucoup de secrets, lorsqu'il a parlé du travail, de la collaboration secrète entre Facebook et les services secrets américains, ça a créé une grande révolution. Je crois qu'il y a une différence au niveau de la notion de l'intimité entre les anciennes générations et les générations de jeunesse, la jeunesse de nos jours. Donc, certaines générations ne donnent pas une grande importance à l'intimité. Ces jeux-là téléchargent leurs photos, images sur Facebook. Donc, il y a une différence au niveau de la perception de l'intimité. Ma question, est-ce que l'intimité ou la vie privée, est-ce que cette notion va disparaître complètement à travers ces pratiques qu'on voit aujourd'hui dans le monde des médias? Et est-ce qu'on peut encore parler à l'horizon 2020, est-ce qu'on peut encore parler de l'intimité? Donc, on a 5 questions. المتدخل يدعو إلى التأصيل الإسلامي للأخلاق الإعلامية. المداخلة الثالثة هو قضية إفساد الأخلاق الإعلامية من أطراف خارجية. ثم سؤال آخر عن إعلام الإخوان. وأخيرا تضارب بين الوصول للمعلومة والخصوصية مطلقا وعبر الأجيال. هل من أود أن طبعا السؤال الأخير مع السؤال الأول. Je crois qu'il y a une relation entre la première et dernière question. تأصيلا إسلاميا للإعلام والأول يقول ما فائدة هذا التأصيل؟ أنا أعتقد أن العودة إلى Je crois critiquer la logique de la première question peut-être de deux manières. Le discours religieux
Donc, si on revient à la religion elle-même, c'est un message qui vient de Dieu et ce message n'a pas été accepté au début. Et on aurait pu aussi dire quelle est l'importance d'avoir un message divin, car l'humanité va essayer toujours de nier l'existence de Dieu. Donc, pour lier cela, pour établir une liaison avec la question posée, c'est quelque chose de difficile. Il y a bien sûr une théorie, certaines personnes l'appliquent, certaines ne l'appliquent pas. Et le fait que cette théorie existe, c'est pour qu'elle soit appliquée. Et s'il y a des institutions particulières ou presque qui n'appliquent pas ces théories, ça ne veut pas dire qu'il faut annuler toute la théorie. Le champ des médias, c'est un champ très vaste. Et il y a beaucoup d'intérêts qui jouent là-dedans. Le côté financier, aussi économique, politique et ainsi de suite. Il y a des multinationales dans le monde des médias et cela n'empêche pas qu'il y ait des théories. Dernier aspect dont je souhaite parler aussi, nous sommes dans un centre de recherche. Nous cherchons à développer le savoir, à développer des théories. C'est notre rôle aussi, c'est notre mission. L'application, c'est autre chose. Ceux qui sont responsables de l'application, ils ne sont pas les chercheurs, mais ce sont ceux qui sont responsables dans les gouvernements, dans les institutions politiques. Donc, je rappelle que là, nous sommes dans un centre d'études, un centre de recherche. Merci. Réponse rapide concernant les théories. La recherche scientifique passe par 4 étapes: la description, l'explication, le contrôle et les prévisions. Parfois, la prévision vient avant le contrôle. La science s'arrête à l'étape de l'explication. Et l'application, c'est toujours dans les mains des responsables politiques qui prennent les choses entre les mains. Donc, à travers l'histoire musulmane, quand j'ai parlé pendant ma présentation, je n'ai pas parlé seulement des médias, j'ai parlé de la communication en général. La communication aussi au sein des familles, au sein de la société, pas forcément à travers des mass médias, dans la notion qu'on connaît aujourd'hui. Donc, pour revenir à votre question, les frères musulmans en Égypte ne disposaient pas d'outils ou d'instruments médiatiques pour véhiculer des messages et ils n'avaient pas aussi d'expérience dans ce sens. Je vais parler de la définition des éthiques. L'éthique peut être définie de plusieurs points de vue. Et moi, je l'ai définie comme manière dont les individus prennent leurs décisions et comment on contrôle les décisions prises. Et lorsqu'on prend une certaine décision, on la base sur quel pilier, sur quel argument. Et l'individu est dans un apprentissage continu jusqu'à il atteint un certain degré d'éthique. L'intimité
signifie toujours autre chose, dépendant de la génération. Mais l'intimité reste toujours un droit. Si les générations de nos jours sont en train de partager beaucoup d'aspects qui font partie de leur intimité, c'est leur liberté. Mais nous appelons là les journalistes, ceux qui travaillent dans la presse, de chercher l'équilibre. Est-ce qu'ils utilisent cette intimité pour arriver à la vérité ou est-ce qu'ils cherchent d'autres objectifs? Donc, c'est ça la question qu'on doit se poser. Est-ce qu'on utilise cette intimité pour d'autres fins ou est-ce qu'on utilise l'intimité juste pour chercher dans des secrets de gens ou dans leur intimité tout simplement? Commentaire rapide concernant le droit à l'information et l'agression de l'intimité. C'est difficile de donner une réponse tranchante. C'est un critère qui correspond à un contexte précis. Le critère essentiel pour moi, c'est l'intérêt public dont mes collègues auparavant parlaient. Si on voit qu'on doit protéger l'intérêt public, Wikileaks, par exemple, l'un des exemples les plus connus, même avant Snowden, et on parle vraiment de notions qui a changé, d'informations qui ont changé la notion de la diplomatie, qui a changé la relation diplomatique des États-Unis. Les écoutes téléphoniques aussi et le dévoilement de tous ces secrets, c'est quelque chose de très important. Cela contribue à la protection de l'intérêt public. Et la presse ou les médias en général, c'est un garant de la société. Vous avez parlé de l'intimité qui est en retrait dans ces derniers temps. C'est vrai. Et vous avez soulevé un point très important. Peut-être on ne pourrait pas parler à l'horizon 2020 de l'intimité. Peut-être l'intimité aura une autre définition qui est autre de celle que nous avons aujourd'hui. On a Twitter, on a Facebook, des plateformes qui présentent les identités des personnes et ces plateformes donnent des informations très détaillées sur le comportement, même le domicile, les dates de naissance, ces réseaux de communication sociale, si on peut dire, ou le social media, sont des plateformes très dangereuses. Et toutes ces informations maintenant sont dans un ordinateur central. On ne sait pas où est-ce qu'il est cet ordinateur. Est-ce qu'il est à New York ou à Washington? On ne sait pas. Et on ne sait pas si dans l'avenir, ces parties qui ont le contrôle sur ce ordinateur vont utiliser ces informations. Donc on prend encore des questions de ce côté-là. Question pour Mu'attaz Al-Khatib. Ibrahim Shibani, je suis chercheur dans les études islamiques. La relation entre les médias et ce qu'on appelle en islam fiqh al-maqasid ou la science des intentions. Est-ce qu'on peut appliquer cette science sur les médias? Mu'attaz Al-Khatib a fait déjà ce travail. Comme dernier point, quelle est la relation entre l'intérêt et la vérité?
Les deux sont deux valeurs qu'on cherche à atteindre, mais lorsqu'il y a un conflit entre les deux, à quelle valeur on donne la priorité? Bien sûr, il n'y a pas de valeur absolue. Donc, est-ce qu'il y a une flexibilité au niveau de ces valeurs? Une petite proposition. Le titre de la présentation de Dr Al-Khatib. Les intervenants ont les premiers intervenants ont illustré le problème de manière plus précise que Dr Samaseri. Et peut-être on pourrait aussi évaluer cette conférence en prenant en compte toutes les opinions exprimées tout au long de ces 2 jours de conférence. Dr Samaseri, lorsqu'elle a donné des exemples de médias qui ne respectent pas l'intérêt des publics. Aujourd'hui, nous avons des médias qui cherchent à créer des divisions au sein des sociétés. Donc, pour moi, les exemples qu'il a donnés n'étaient pas précis et ne reflétaient pas la réalité. Une dernière question, peut-être. Microphone. Prière d'utiliser le microphone, s'il vous plaît. Monsieur Samaseri, vous avez parlé des différents problèmes. Si on ne traite pas ces problèmes qui existent, la situation va devenir de plus en plus difficile. Donc, comment peut-on traiter ce problème pour améliorer la situation des médias dans le monde arabo-musulman? Le cheikh a aussi parlé de l'Empire juif et sa relation avec les médias. Donc, on souhaite aussi entendre une réponse. Nous avons 2 minutes pour répondre à ces questions et pour clore cette session. Ce que je dis maintenant, ce qui se passe sur la scène médiatique n'est pas éthique du tout. Tout ce qui passe en Égypte, dans d'autres pays. Mais la presse des frères musulmans devait être éthique, mais ils n'ont pas pensé à un aspect très important. Comment peut-on arriver à la vérité? Et lorsqu'on a cette capacité d'atteindre ou d'arriver à la vérité, là, on respecte les éthiques. Je ne dis absolument pas que les médias de nos jours sont des médias éthiques. J'espère que vous me avez compris. Le deuxième aspect, les problèmes au sein des médias arabo-musulmans, c'est un aspect que j'ai étudié il y a 10 ans. La structure de la pensée islamique a un problème dans les racines. Donc, il est impératif de reconstruire et de restructurer cette pensée islamique. Nous avons beaucoup de scientifiques musulmans et ces scientifiques doivent travailler ensemble pendant des décennies pour qu'on puisse établir une nouvelle base de la pensée islamique qui correspond à notre époque. On peut avoir bien sûr des différences, mais la base, les piliers doivent être unis partout dans les pays islamiques. Donc le problème, c'est que la nation islamique existe juste sur le papier, existe juste au niveau de la théorie, mais il faut qu'on voit une pratique de cette nation islamique. Il faut qu'on voit cette
nation islamique prendre une place sur la scène internationale. Donc les os doivent représenter la base de cette nation islamique. Donc il faut réviser tout cela. Dr Al-Khatib, je reviens à la relation entre la vérité et l'intérêt. Ce duo est toujours un problème philosophique et je ne peux pas prétendre que j'ai une réponse tranchante là-dessus. Ce que j'ai dit, on pourrait résoudre ce problème entre l'intérêt et la vérité. Bien sûr, la valeur éthique est absolue. La vérité est une valeur absolue, mais des fois, au niveau du pratique, si on demande à quelqu'un quelque chose, la vérité pourrait mener à un problème entre les gens. Donc, est-ce que la vérité ici reste une valeur absolue ou il faut mentir? Je ne dirais pas le mensonge, mais je dirais qu'il s'agit de dissimuler des éléments qui peuvent porter atteinte à d'autres personnes. Donc, il faut faire attention à ce point-là. Dans les médias, on peut avoir un conflit ethnique, par exemple, dans un village précis. Est-ce que la couverture médiatique de ce conflit ethnique est quelque chose qui est dans l'intérêt public ou c'est une couverture qui pourrait mener à plus de problèmes, plus de conflits. Donc, c'est ça l'aspect qu'il faut prendre en considération. Si la couverture médiatique va mener à une dégénération de la situation, donc là, les médias doivent être vigilants dans cette couverture. Et voilà, merci. Donc, une dernière réponse, peut-être dernier commentaire avant de conclure. Parfois, c'est pas réel de dire que les Juifs contrôlent les médias, car c'est pas réel. Il faut s'éloigner de cette logique. On ne peut pas dire que les musulmans aussi contrôlent les médias dans des régions précises dans le monde. Mais ce qui s'est passé, Robert Murdoch a établi un empire médiatique. Cela ne veut pas dire que les Juifs dans le monde entier contrôlent les médias au niveau international. Donc, il ne s'agit pas d'une théorie. Moi, je suis tunisien et on ne peut pas dire que les Juifs manipulent les mass médias en Tunisie. Donc, cette théorie n'existe pas en Tunisie. Il y a des intérêts, que ce soit de partis politiques, des partis qui appartiennent au gouvernement, des partis qui appartiennent peut-être à la société civile. Bien sûr, il y a un combat pour s'emparer de la scène politique, pour gagner plus d'influence, c'est vrai, et cela n'explique pas que ce sont les Juifs qui contrôlent la scène médiatique en Tunisie. Docteur Amak, j'ai un commentaire. Je crois qu'il y a deux notions dont on doit parler. On parlait auparavant beaucoup de la communauté, de la nation. La nation
a plus d'importance que l'individu. C'est ce que j'ai du moins pu comprendre à travers cette discussion. Donc, c'est l'islam. L'islam est la seule notion qui crée une symbiose entre l'individu et le groupe, entre l'individu et la société. Et dans l'Occident, c'est l'individu qui occupe la première position. Dans la vision marxiste de Marx, c'est aussi le groupe qui a la priorité. Mais l'islam a réussi de présenter une image de symbiose entre l'individu et le groupe. Et la nation est formée d'individus. Donc, ces individus, s'ils respectent tous les codes éthiques, toute la nation sera bien sûr fondée sur des éthiques. Merci beaucoup. Nous intervenons dans cette session. Merci aussi au public pour cette discussion enrichissante. On passe à la dernière intervention. Dr Tariq Ramadan va prendre 5 minutes pour conclure cette conférence. Donc, vous voyez comment on traite notre directeur. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه de Dieu puissant miséricordieux. مع الأسف كان لي يعني كلمة طويلة ولكن يعني مع التعب والتأخير. Avec la fatigue, je crois que je vais me contenter de ce qui a été dit. Nous avons appris beaucoup de choses de nos doyens. Je vous remercie tous, les professeurs, les chercheurs, et je ne veux pas oublier les membres du centre et pour l'effort considérable qu'ils ont fourni avant le congrès et au cours du congrès, et à leur tête, bien sûr, Cheikh Shawqi, qui est le vice-président, et la Madame Mawaheb, et qui sera docteur dans quelques temps, Fatma Zahra et Monsieur Bedi Amounia, et Dr Shanqiti, qui était responsable de la coordination, ainsi que Dr Ghali, et les volontaires qui ont été cités par Dr Shanqiti, les traducteurs aussi. Et j'espère que qu'on va terminer au temps prescrit. Merci. La vision du centre, c'est ce que vous venez de voir dans ces jours. Et surtout, le fait d'inculquer la bonne morale à tout le monde. Il faut qu'on soit d'accord sur ce qu'on veut dire par les Il a pris de l'anglais. Which is essential for us, being within the education city, within Hamad bin Khalifa University, within the Faculty of Islamic Studies. We want now and for the future to be very active at the local level with the universities, with the campuses, and I want to thank the
the dean, because he was very active and very much with us in trying to get this possible in this place. Just one thing that I wanted to tell you, don't think that there are only the people who are here who are listening to you. Inshallah, we have the live stream and also on our website, and then in the future all this will be there, and you will be thousands of people listening inshallah in the future to what was said. This is very important because you can look at the room, say, where are the people? Inshallah they will be there listening to what we said, because I think muhtawa, the substance that we got here, was very important. I got from the email people telling me, say something in French. So en français, nous n'avons plus le temps, et donc salutations à tous ceux qui nous écoutent sur Internet. جزاكم الله عنا كل خير، وإن شاء الله في المستقبل نلتقي لسيمينارات وندوات أخرى ومؤتمرات هنا وفي الخارج إن شاء الله. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.